banale histoire d'amour. Première partie. Guillaume était conscient de sa chance. Petit fonctionnaire, au passe-temps conventionnel, il était en couple avec une fille ravissante, Anne-Sophie, dont la frimousse et les yeux très expressifs plaisaient beaucoup. Il se demandait ce qu'elle lui trouvait et lui pardonnait de regarder souvent les hommes, car toutes ces liaisons potentielles, elle les sacrifiait sur l'autel de son amour. Il n'en souffrit pas moins le soir où Anne-Sophie, dînant sur les Champs-Élysées avec des collègues venus des quatre coins du monde, de redoutables commerciaux, aguerris à toutes les techniques de séduction, tarda à l'appeler. Les 12 coups de minuit sonnèrent. Guillaume imagina les manifestations de désir s'en donner à cœur joie, sur les terrasses où l'on s'offrait des cigarettes. La seule chose à faire était d'attendre et de s'absorber dans les programmes télévisés. L'appel ne tarda cependant pas, et Guillaume fut soulagé de savoir qu'Anne-Sophie prendrait un taxi, qu'elle estimait plus sûr que le métro. Le trajet de l'Étoile à Nogent-sur-Marne, banlieue chic de l'Est parisien, prendrait une demi-heure. La prochaine étape pour Guillaume serait d'affronter le sourire d'Anne-Sophie, satisfaite d'avoir autant séduit. Il aurait du mal à s'endormir, mais il oublierait sa douleur au réveil. Vers 1h du matin, cependant, Anne-Sophie n'était toujours pas rentrée. Elle rejetait les appels, mais répondait par SMS. « Tout va bien, le chauffeur s'est trompé de chemin. » Guillaume s'assoupit devant un talk-show sur le thème des addictions, se réveilla brutalement lorsque la porte s'ouvrit enfin, aux alentours de 2h du matin. Somnolent, ce qui lui allait très bien, car le sommeil atténuait la souffrance, il se dirigea vers l'entrée et fut très surpris de découvrir une Anne-Sophie au visage grave, laissant tomber son sac à main sur le paillasson. « Tout va bien ? » ?»« J'ai trop bu, » répondit-elle. Guillaume aida sa petite amie à se dévêtir et lui prépara un cachet d'aspirine. Elle avait les cheveux défaits, la mine triste, et s'appliquait à ne pas croiser le regard de Guillaume. Ne sachant qu'en penser, celui-ci se contenta de la guider vers le lit et de s'allonger à côté d'elle, dans la chambre éteinte. 1 heure plus tard, il se réveilla. Anne-Sophie avait quitté le lit, et, tendant l'oreille, il l'entendit murmurer dans la cuisine. Révolté, car elle devait appeler quelqu'un en cachette, il se précipita vers le couloir, mais il eut une nouvelle surprise en découvrant sa petite amie sanglotée, prostrée contre le réfrigérateur, du mascara barbouillé sur les joues. Il s'accroupit et la prit dans ses bras. Avant même d'écouter les premières questions, elle tourna vers lui son visage dévasté pour lui déclarer « J'ai été violée par le chauffeur de taxi. » Passé la stupeur, passé l'effroi de leurs 2 visages plongés l'un dans l'autre avec cette expression nouvelle, vint le moment de parler. Calmée, Anne-Sophie entreprit de raconter ce qui s'était passé. Guillaume la pressait. « Essaye de te souvenir des lieux, des chiffres, des vêtements. L'enquête pourrait en avoir besoin. » Disant cela, il ressentit la première véritable morsure, car avec les détails viendraient les images et la prise de conscience de ce que représentait cet événement pour leur vie de couple. « J'ai décidé de prendre un taxi parce que je portais une jupe. J'avais froid. Je voulais rentrer vite pour éviter les mauvaises rencontres. C'était une belle soirée. Le taxi m'allait bien. J'ai choisi le 3e qui s'est présenté, je lui ai donné l'adresse et il a pris la direction de Nogent-sur-Marne. Au début, il conduisait rapidement, puis il a ralenti, il m'a posé des questions et nous avons engagé la conversation. » « Quel genre de questions ? » ?»« Oh, des questions banales sur ma vie professionnelle, ma vie amoureuse. » »« Et tu lui répondais ? » ?»« Oui, mais sans être précise. Puis il a commencé à me faire des compliments. C'était un noir d'une 40aine d'années, très sûr de lui, faisant des plaisanteries que je ne comprenais pas. J'attribuais son comportement à son côté exotique. Je me disais qu'il était arrivé récemment en France et que cela expliquait son fort accent. Il s'est trompé plusieurs fois sur le parcours. J'étais obligé de le lui dire
et j'ai trouvé ça touchant. À un moment, je me suis demandé s'il ne le faisait pas exprès. L'heure tournait, je recevais tes messages. J'ai dit mon impatience, alors nous sommes arrivés rapidement. Il ne s'est pas garé devant l'immeuble, sans que je comprenne pourquoi. Au moment de couper le moteur, il s'est tourné vers moi pour reprendre ses compliments et prolonger la conversation. Je me suis penché pour sortir mon portefeuille, et c'est à ce moment-là qu'il s'est levé pour passer à l'arrière. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. J'ai dû me pousser pour lui laisser de la place. Il occupait la moitié de l'habitacle. Je croyais qu'il cherchait des affaires. Mais il a cherché à m'embrasser. Quand il a compris que je ne voulais pas, il est devenu méchant. Je me suis débattu, il m'a giflé, il a ouvert mon manteau et soulevé ma jupe. Je ne pouvais rien faire. Il était si grand, si lourd. Je criais, mais les sons ne sortaient pas de l'habitacle. Il m'a violé d'un coup, sans attendre, et après avoir joui, il m'a rabattu la jupe et refermé le manteau. Il est sorti de la voiture pour passer au volant, et il a démarré. J'ai eu peur qu'il m'emmène quelque part pour me tuer, mais j'étais trop faible pour réagir. J'essayais de me ressaisir. Il s'est arrêté devant un distributeur d'argent et m'a annoncé une somme astronomique, 200 € je crois, je ne sais plus. C'était insupportable d'entendre ça, mais ça me rassurait. J'ai tiré l'argent, il a récupéré les billets et il est parti, me laissant là. J'ai marché jusqu'à l'appartement. Pourquoi ça a duré si longtemps ? Il a fait semblant de se perdre, je te l'ai dit. Et puis, j'ai eu du mal à rentrer à la maison. Je voulais te cacher ce qui s'était passé. J'ai marché dans le quartier pour essayer de reprendre mes esprits, mais je n'y suis pas arrivé. Ils reprirent l'histoire toute la nuit, précisant les détails et discutant du comportement de cet homme. Il avait exigé d'être payé. Espérait-il que le viol s'oublie ? Le considérait-il comme un acte normal ? L'indignation s'apaisant, le couple envisagea les suites. Il fallait porter plainte, noter ce qui pouvait être révélateur. Ils s'endormirent à l'aube. 2 heures plus tard, Guillaume se chargea d'appeler l'entreprise d'Anne-Sophie pour annoncer qu'un événement grave s'était produit et qu'elle serait absente. Il ressentit une certaine satisfaction à intervenir dans ce monde-là pour y semer des paroles lourdes. Il s'accorda lui-même une journée de congé, sans en préciser la raison à son supérieur hiérarchique. Ils allèrent au commissariat le plus proche en fin de matinée, inquiets à l'idée d'être mal reçus. Mais ils furent agréablement surpris par la compréhension de l'agent de service. Puis le commissaire, disponible, les reçut dans son bureau. Il prit la déposition, leur déclara que l'affaire était grave et même assez surprenante. Ce genre de viol intervenait habituellement dans le cas de taxis clandestins, mais il s'agissait ici d'une compagnie tout à fait réglementaire. Le signalement de l'agresseur, des détails confondants comme un grain de beauté sur la hanche, des poils sur le torse, et surtout l'espoir que des caméras de surveillance aient enregistré le retrait d'argent, donnait de bons espoirs au commissaire. L'affaire allait être réglée dans les prochains jours. De retour à l'appartement, Anne-Sophie partit se réfugier sous la couette. Guillaume sortit marcher pour arpenter le quartier. Puis il entreprit de se diriger vers Paris, puisqu'il avait du temps à perdre. Il n'avait jamais fait ce trajet à pied, et il s'élança d'un pas vigoureux. Parlant seul, il exprima pour la première fois sa colère et ses craintes. Il marmonna des mots de haine, se jurant d'aller tuer l'agresseur, mimant l'acte de lui mettre une balle dans la tête ou de le battre à mort. Il dut faire attention à ne pas inquiéter les passants. Il emprunta des allées calmes, se plut à longer une voie rapide. La folie, l'arrogance de l'individu lui semblaient justifier les pires vengeances. Après la première heure, il sanglota quelques minutes en se représentant la douleur d'Anne-Sophie, le traumatisme qui devait être le sien, la violence de la scène, et se posa de déchirantes questions sur l'avenir de leur couple. Il n'était pas naïf. L'événement aurait des conséquences. Comment faire l'amour avec autant d'innocence ? Comment garder la tendresse, la compréhension souriante
qui avaient toujours été les leurs. Après tout, le violeur lui faisait aussi du mal à lui, Guillaume. Il venait de ruiner une belle histoire. L'existence prenait un tour ironique, attaquant où on ne l'attendait pas. Guillaume avait toujours redouté qu'Anne-Sophie le trompe avec un charmant collègue. Et voilà qu'elle se faisait violer par quelqu'un surgissant d'un tout autre univers. Il avait craint les séductions feutrées, les approches clinquantes, et elle avait cédé devant l'agression d'un homme épouvantable. Toute cette affaire prenait une tournure terrifiante. Serait-il capable d'en parler sans douleur un jour ? Deuxième partie. Il revint en début de soirée, moulu par cette demi-journée de marche. Il avait atteint la capitale, puis fait le tour de la ville par les boulevards extérieurs. Cette promenade avait eu le mérite d'exiger un effort obstiné. Anne-Sophie, le visage rougi, lui annonça qu'elle avait été contactée par des journalistes qui lui demandaient sa version des faits. Elle se demandait qui avait ébruité l'affaire, pourtant banale. « Ta version des faits ?» demanda Guillaume, « mais il n'y en a qu'une, celle de la police. Je ne vois pas ce que tu peux leur apporter de plus. Je ne suis pas sûr que tu aies intérêt à mêler la presse à cette affaire. Attendons les premiers résultats de l'enquête. Mais je parle trop. Tu es libre après tout. C'est une agression dont tu es la première victime. Toi seul peux décider ce qui est bon pour toi. » « Je réfléchirai cette nuit, » répondit-elle. Ils parlèrent peu ce soir-là, s'enlaçant dans le noir. Ils eurent un sommeil agité, et Guillaume repartit au travail le lendemain. Quand il appela Anne-Sophie, elle lui dit qu'elle avait répondu aux sollicitations des journalistes et qu'elle avait mené un entretien téléphonique. Un article paraîtrait dans Le Parisien. « Je suis étonné que les journalistes puissent mener des entretiens. Quelles sont leurs compétences ? Celles de psychologue, de policier ? Tu sais, leur intérêt n'est pas le tien. Méfie-toi de ce qu'ils pourraient écrire. Demande-leur de retranscrire tes propos avec précision. Tu crois que j'en suis à faire la fine bouche avec la presse ? À réfléchir au rapport entre médias, police, psychologue ? J'ai été violé, Guillaume. D'accord, repose-toi surtout. Vois des ennemis. Un peu plus tard, Anne-Sophie annonça que le commissaire l'avait appelée. La police avait exploité la bande vidéo de la banque et décrypté la plaque d'immatriculation. On avait contacté l'entreprise, on allait bientôt identifier le suspect. On espérait procéder rapidement à une arrestation, peut-être le lendemain. En attendant, il fallait garder le silence. Par ailleurs, Anne-Sophie devait faire des examens médicaux pour confirmer l'agression. Elle se rendrait l'après-midi même au cabinet recommandé par le commissaire. Guillaume lui souhaita bon courage, conscient de la douleur que ce genre d'examen pouvait susciter. Il détesta davantage encore l'agresseur. Il y avait eu des coups, des lésions, et le mot de barbarie lui vint aux lèvres. Oui, c'était un instinct barbare qui s'était éveillé chez cet homme, l'envie de blesser, le goût des pleurs et du sang. Lorsque Guillaume pensait à la scène, il avait la sensation d'entrer dans un monde sanguinaire, un univers parallèle susceptible à chaque instant de verser dans le nôtre. Le deuxième soir après le viol se déroula dans une atmosphère étouffante. Anne-Sophie voulait se détendre. Le lendemain serait un jour important. Elle passa 3 heures devant la télévision. Guillaume dîna seul dans la cuisine en écoutant les informations. Il détesta les rubriques fantaisistes que se permettait la chaîne pour alléger la teneur générale des programmes. Le lendemain, il ouvrit avec fébrilité les pages du Parisien. Comme il le craignait, l'article avait été publié. Il couvrait même un tiers de la page, relatant avec force détail les déclarations de la police et celles d'Anne-Sophie. Rien ne permettait cependant d'identifier cette dernière. L'article évitait le sensationnalisme. Malgré tout, Guillaume trouva désagréable de voir sa vie entrer dans la rubrique des faits divers.
Il y avait quelque chose de clinquant dans ce qualificatif, décalé par rapport au sordide de ce que leur couple affrontait. Au bureau, il déposa le Parisien sur la table du collègue le plus bavard, à la page des faits divers, et le stratagème fonctionna. Le collègue entreprit de lire l'article à voix haute pour demander aux personnes présentes ce qu'elles pensaient de cette horrible affaire. Il y eut des cris d'indignation, mais aussi des rires sur la malchance de cette fille qui s'était jetée dans la gueule du loup. Les commentaires sur l'insécurité parisienne, sur la difficulté d'être une femme, ou sur la folie des hommes, allèrent bon train. Guillaume n'eut aucune envie de briser le secret. Chaque mot des collègues était un poignard. Il se doutait que tout serait oublié dans quelques jours, que la vie continuerait pour chaque personne ayant lu ces lignes, alors que les protagonistes, eux, garderaient la tête plongée dans une eau noire. Guillaume fut également frappé par l'écart temporel entre les faits et leur diffusion dans la presse. À l'heure où tout le monde s'effrayait du viol, et de ce que l'on croyait être l'impunité de l'agresseur, le commissaire annonçait à Anne-Sophie qu'une descente de police avait été effectuée à l'aube dans un pavillon de Saint-Denis, à 1 kilomètre au nord de Paris, l'identité du criminel ayant été communiquée par l'entreprise. L'homme ne s'était pas méfié et n'avait pas protesté lors de l'arrestation. On attendait les premiers interrogatoires et l'identification par la victime. Anne-Sophie devait se rendre l'après-midi même dans un centre de la police judiciaire, et c'est d'une voix blanche qu'elle l'annonça à Guillaume. « Je n'ai aucune envie d'y aller. »« C'est un passage obligatoire, » répondit-il. « Dis-toi que c'est une chance qu'on l'ait retrouvée. La confrontation va raviver mes plaies. Elles ne sont pas encore cicatrisées. Tant mieux si tout est réglé vite. Je ne suis pas confiante. J'ai l'impression qu'il va mentir, qu'il va me traiter de tous les noms. La police est habituée. Les preuves parleront pour toi. Je ne me sens pas armée. Je suis si faible. » Elle refusa qu'il l'accompagne. Il prit malgré tout une nouvelle demi-journée de congé, partant pour une marche. Maintenant qu'on avait arrêté l'agresseur, il n'imaginait plus fondre sur lui pour l'assassiner. Il n'en ressentait pas moins une haine terrifiante, d'autant plus douloureuse qu'elle ne semblait jamais devoir être assouvie. Derrière les barreaux, cet homme-là ne souffrirait pas. Et puis, la durée de la peine s'annonçait dérisoire. Guillaume rentra plus tôt que la fois précédente, attendant le retour d'Anne-Sophie avec une impatience qui le tonifiait. Au moins les étapes de l'enquête les obligeaient-ils à se projeter vers l'avant. Elle rentra épuisée. Livide, elle n'arrivait pas à répondre aux sollicitations amoureuses de Guillaume, qui ne s'en offusqua pas. Elle avait identifié l'homme, n'ayant aucune difficulté, à travers la vitre sans teint, à reconnaître un visage qu'elle avait scruté dans le rétroviseur pendant plus d'1 heure. Mais l'homme avait protesté, jurant qu'il n'avait pas commis de viol. Que répond-il aux accusations ? Qu'il n'y a pas eu viol. Quoi donc alors ? Affirme-t-il qu'il ne s'est rien passé ? Je t'avais dit que c'était un cauchemar, que je ne voulais pas y aller, que cet homme était plus fort que moi, qu'il trouverait des choses pour se justifier. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Qu'a-t-il dit face aux accusations ? Il y a bien des preuves, non ? Qu'en a conclu le médecin ? Ce que le violeur a répondu, c'est qu'il ne m'avait pas violée, que j'avais été consentante. C'est insupportable. Et les preuves médicales ? Dis-moi, il y a bien des preuves médicales. Il y a des preuves, oui. Des preuves qu'il y a eu rapport. D'ici à conclure qu'il y a eu des violences. Guillaume n'obtint rien de plus d'Anne-Sophie. Elle alla se coucher les épaules voûtées, les cheveux tristes, renonçant à parler. Elle avait reçu de nombreux témoignages de soutien, que ce soit par la poste ou sur de nombreux sites d'information en ligne, mais sans y trouver de réconfort. Elle s'en agaçait même, car les mots de ces gens lui paraissaient décalés par rapport à ce qu'elle voulait entendre. En fait, elle aurait préféré ne rien entendre du tout,
ne pas se représenter les centaines de milliers de personnes fantasmant sur elle et s'imaginant dialoguer avec elle. Guillaume la suivit au lit, très inquiet. Sa peur évoluait. Le traumatisme d'Anne-Sophie le déconcertait, et il craignait de la voir s'effondrer beaucoup plus rapidement qu'il ne l'aurait pensé. Il découvrait un visage nouveau chez elle, celui du mutisme et du renoncement. Il avait attendu la colère, il rencontrait l'absence à soi-même. Il se représenta l'agresseur comme un voleur d'âme. Troisième partie. Le lendemain, Guillaume fit tout son possible pour éviter que les collègues ne découvrent l'édition du jour. Mais les rires fusèrent quand ils eurent finalement le Parisien sous les yeux. Guillaume fulminait. L'impudeur des journalistes était suffocante. Ils insinuaient cette fois-ci qu'Anne-Sophie pouvait avoir été consentante. Ils se contentaient de retranscrire la version de l'agresseur, affirmant qu'il avait beaucoup parlé avec sa cliente, qu'il connaissait des choses sur elle, et qu'elle n'avait pas protesté quand ils avaient fait l'amour. Hématomes et griffures étaient le résultat de leur étreinte, mal commode dans un habitacle. Il avait exigé qu'elle paye la course, car il ne lui devait rien. L'affaire était ainsi relancée, et les exclamations furent bruyantes. « Elle a eu le culot de porter plainte. Elle n'assume pas. Belle pute !» Incapable de supporter ces éclats, Guillaume quitta le bureau sans le signaler à son supérieur. Après avoir tenté de joindre Anne-Sophie par téléphone, il décida de se rendre au commissariat. On l'aiguilla vers le centre de la police judiciaire, où il retrouva le commissaire. Celui-ci le reçut sans difficulté. Très professionnel, sans changer de ton, il expliqua que l'affaire avait pris une nouvelle tournure. Le rapport médical ne concluait pas à des violences manifestes, et le témoignage de l'agresseur posait problème. L'homme n'avait pas d'antécédents, il était bien noté par sa hiérarchie. Ses précisions sur la vie d'Anne-Sophie, confirmées par un entretien parallèle avec elle, semaient le trouble. Comment pouvait-il en savoir autant, à moins d'avoir effectivement noué une conversation très intime? Mais recevoir une confidence ne vous autorise pas à coucher avec une femme. Nous sommes d'accord, répondit le commissaire. Le problème est qu'elle a menti, jurant qu'elle avait très peu échangé avec lui. Nous avons des doutes également concernant les erreurs supposées de parcours. Lui promet qu'il ne s'est pas trompé, et nous n'avons pas encore la preuve, par exemple avec des enregistrements de caméra, qu'il cherche à cacher la vérité. Je suis désolé, mais nous devons poursuivre les investigations. Sonné, Guillaume cherchait une nouvelle fois à joindre Anne-Sophie. Dans la cuisine, elle avait laissé un mot déclarant qu'elle ne dormirait pas à la maison cette nuit-là, qu'elle avait réservé une chambre d'hôtel pour trouver la solitude et tenter de retrouver ses forces. Il laissa sur répondeur un message plein de confiance, puis il annonça par mail à son employeur que de graves circonstances l'obligeaient à prendre une semaine de congé. Il eut du mal à s'endormir, le cœur battant et les yeux grands ouverts. Sa haine se dissipait. À la place, il y avait une confusion, presque un avant-goût de la mort. Anne-Sophie revint le lendemain, combative. Elle avait retrouvé de l'aplomb et déclarait vouloir lutter contre le salopard qui l'avait agressée. Guillaume fut soulagé, non sans éprouver de la gêne, car ses emportements le séparaient de sa compagne, mais la rapprochaient, elle, de l'individu qu'elle disait détester. En effet, Guillaume croyait les voir unis dans une sorte de valse de ressentis communs, malgré l'empoignade juridique qui s'annonçait. Aussi décida-t-il de prendre ses distances. Il ne parlerait plus au commissaire, et laisserait Anne-Sophie prendre seule ses décisions.
Il offrirait une écoute attentive et prodiguerait quelques conseils. Mais il refusait désormais d'investir trop d'émotions dans le spectacle, si changeant de ce drame. Son inquiétude devenait celle de leur vie sexuelle. Parviendra-t-il un jour à faire l'amour à nouveau? Le corps d'Anne-Sophie rayonnait à ses yeux, gagnait en magnétisme. Elle n'avait jamais été si désirable, avec cette distance et dans ce climat d'échauffement. Mais c'était une incandescence qui faisait peur. Guillaume avait toujours espéré que le tempérament d'Anne-Sophie s'apaise avec leurs années de cohabitation. Elle lutta pied à pied. Elle se rendit seule aux auditions de police, réitéra ses déclarations, s'indigna qu'on puisse la soupçonner, et d'après les rares échos que Guillaume put en avoir, ainsi que de la confrontation qui finit par avoir lieu, quelques jours plus tard, il semblait que l'homme avait tenu bon, que rien n'entamait sa version des choses. Guillaume refusa d'en tirer des conclusions. Il n'interrogea pas Anne-Sophie. Mais cette neutralité ne suffit pas à la jeune femme. Elle réclamait davantage de soutien. Elle se mit en colère lorsque Guillaume se contenta d'un nouveau témoignage auprès de la police, tout aussi précis, sur la première heure qu'ils avaient passée ensemble après l'agression. Elle avait eu le visage grave, expliquait-il, puis elle s'était prostrée contre un meuble. J'aimerais que tu sois plus décidé dans ton soutien. Mais que veux-tu que je dise? Je donne les faits. Ce serait dangereux de les maquiller. Je ne veux pas que tu les maquilles, mais tu pourrais être plus convaincant. Ce sont eux les professionnels. Ils ont des équipes de psychologues. Ils doivent pouvoir conclure au traumatisme avec les éléments que je leur donne. Tu sais combien les experts peuvent se tromper, comme ils s'opposent entre eux. Je ne dois pas être seul dans ce combat. Je suis là pour toi. Je n'en ai pas toujours le sentiment. La colère d'Anne-Sophie grandissait, et c'était une colère hargneuse. Guillaume se sentait renvoyé dans les limbes d'une foule anonyme, une foule que détestait celle qu'il aimait. Il avait le sentiment que le seul visage aux traits identifiables, dans le regard d'Anne-Sophie, le seul en mesure de lui communiquer de l'énergie, était celui de l'agresseur. Guillaume passait des journées graves, marchant dans les rues de Paris et rêvant dans les cafés lorsqu'Anne-Sophie s'absentait. Quatrième partie. Une semaine après le viol, Anne-Sophie passa toute une matinée à la police judiciaire. Guillaume reçut un appel du commissaire en début d'après-midi, lui annonçant qu'elle avait craqué et qu'elle avait été admise à Sainte-Anne pour quelques jours de repos. Elle renonçait à porter plainte. Cela veut-il dire qu'elle a avoué des rapports consentis? Elle aurait pu se contenter de retirer sa plainte, mais elle a effectivement livré des aveux. Puis, après un moment de silence, « Cependant, on peut revenir sur des aveux. Le mieux est que vous alliez lui parler. Les poursuites sont abandonnées, du moins pour l'instant. Cette jeune femme est fragile, il lui faut du repos. » La dernière fois que Guillaume vit Anne-Sophie, ce fut sur un lit d'hôpital. Elle commença par lui adresser une supplication muette, avant de reprendre le ton de la colère. « J'ai dit tout ça pour qu'on me foute la paix. Je ne supporte pas d'avoir à me justifier alors que je suis la victime. Cet homme n'aura jamais de remords. Le procès ne servirait à rien. Je préfère oublier tout ça, passer à autre chose. Je veux que tu retrouves ta confiance. Il faut que tu retrouves ta confiance. Je ne comprendrai pas que tu ne me fasses pas confiance. Ça me décevrait de ta part, tu comprends? » Les heures passant, Guillaume espérait que les craintes d'Anne-Sophie s'apaisent, mais la rancœur prit un mauvais tour. Elle le regardait maintenant avec une sorte de furie, lui interdisant de voir ses amis à elle et lui reprochant de ne jamais avoir été présent. « Je ne comprends pas que tu me fasses des reproches sur notre vie d'avant.
Parce que c'est notre vie d'avant, d'après toi? Notre amour a donc vécu? Tu n'es qu'un lâche, Guillaume, je l'ai toujours su. Et devant cette aigreur, Guillaume renonça. Il renonça à éprouver de la compassion pour cette fille qui tournait vers lui son visage pâle, rehaussé de rouge aux pommettes. Elle avait la tête enfoncée dans l'oreiller, tendant les mains, corps plaqué sur le lit. Ses cheveux formaient un contraste saisissant avec le blanc du tissu, qu'il semblait creuser et fixer contre les barreaux. Comment aimer cette fille? Comment éprouver de la tendresse pour l'histoire qui l'avait emportée, qui s'était fondue en elle, qui avait changé son regard et le ton de sa voix, autant qu'elle avait révélé de nouveaux traits de caractère. Quelles que soient les hypothèses, Guillaume eut un mouvement de répulsion. Bien sûr, il était épouvantable d'imaginer quitter une femme innocente. Mais il taisait cette mauvaise conscience en se persuadant que rien n'était clair dans cette affaire, et qu'Anne-Sophie n'avait pas autant de scrupules quand il s'agissait de l'accuser ou de se mettre en colère. Alors il prit la décision de partir. Décision sans doute lâche, et même aussi fautive, mais qui s'imposait à lui avec une netteté redoutable. Il préférait se sentir coupable que de vivre à l'infini dans la colère, le doute et la souffrance. Il prit la main d'Anne-Sophie, déposa un baiser sur son front, qu'elle interpréta sans doute comme une marque de soutien. Puis il revint à l'appartement, passa 48 heures à séparer les affaires, à les ranger dans des cartons, et à louer un local pour y consigner celle d'Anne-Sophie. Il donna son préavis pour rendre l'appartement, puis il éplucha les petites annonces. Il ne voulait surtout pas croiser Anne-Sophie à son retour. C'était lui, désormais, qui rejetterait les appels. Il revint au bureau, présenta ses excuses à son supérieur, et fournit un excellent travail le mois suivant. Pour justifier ses absences, il expliqua qu'il avait vécu une fin d'histoire difficile. Quel genre d'histoire? Oh, une banale histoire d'amour. Il cessa d'aller jouer au jeu de stratégie le week-end et mit du cœur à trouver une nouvelle petite amie. Il avait le sentiment d'avoir été sali. Il gardait l'espoir de connaître, non pas le grand amour, mais un amour responsable, et se demanda si ce n'était pas cela le signe du passage à l'âge adulte. Une salissure.